On a le bonheur d'avoir avec nous dans le Grand Matin Sud Radio une légende du journalisme sportif avec qui nous allons débriefer l'année 2019 pour essayer d'en tirer des perspectives et anticiper 2020, puisque l'année qui va commencer nous réserve un programme de folie avec en double plat de résistance Euro de football et Jeux Olympiques d'été. Nelson Montfort, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à vous tous. Bienvenue sur Sud Radio. Allez, on va commencer par 2019. Le grand événement, ça a été la Coupe du Monde de rugby. Qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, écoutez, j'en ai pensé beaucoup de bien. Je trouve que le Japon qui accueillait cette compétition, tout le monde craignait un petit peu que les banquettes soient vides, que les Japonais n'aient pas la culture rugby. En tout cas, s'ils ne l'avaient pas, ils ont fait beaucoup de progrès. Et que ce soit l'équipe du Japon ou le public a vraiment accueilli cette compétition comme il se doit. Ça a été un très joli moment de l'année 2019. Gros regret pour les Bleus qui auraient pu passer l'écart sans le fameux coup de coude de Vamaina. Oui, nous sommes inclinés donc d'un point devant le pays de Galles. Bon, évidemment... Le poireau a mangé le coq. Oui, voilà, c'est exactement. D'ailleurs, nous nous inclinons parfois d'un point dans cette Coupe du Monde. Il y a quelques années, c'était en finale contre les All Blacks. En 2011. Mais bon, personne, je pense, ne s'attendait que ce soit en 2011 que la France soit en finale ou qu'en 2019, les Français soient en quart de finale. Était assez inattendu dans les deux cas. Donc, c'est à la fois une frustration, et puis sur l'ensemble du parcours, on va dire que c'est assez logique. Alors, le tournoi destination, c'est dans un mois, puisque les Bleus affronteront les Anglais au Stade de France pour le Crunch le 2 février. Un tournoi des 6 nations que la France n'a plus gagné depuis 10 ans. Pensez-vous qu'il y a des perspectives pour gagner ce tournoi, avec notamment les Bleuets qui ont été double champions du monde des moins de 20 ? Le problème, vous venez de le dire Philippe, c'est qu'apparemment nous affrontons l'Angleterre en premier match. Je ne vois pas très bien sur les forces actuelles en présence comment cette équipe de France peut battre l'Angleterre. Je veux dire, je sais que là, je vous citerai quelqu'un qui n'était pas un grand sportif, mais sur un malentendu, on peut peut-être y arriver. C'est exact. Je m'apprêtais à dire que sur un match ou sur un malentendu comme vous le voulez. Surtout quand on joue une équipe qui joue en blanc. Là, c'est parfait. Oui, c'est exact. Enfin, disons que bon, depuis la bataille d'Azincourt, nous ne sommes pas très heureux contre les Anglais. Il faut remonter au XIIIe siècle. Disons que je sais qu'une surprise est toujours possible, mais là, celle-là serait de taille. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas comment l'équipe d'Angleterre, si impériale en demi-finale de ce mondial, contre les Blacks, je pensais qu'ils allaient gagner la finale. Aussi. Vous aussi. Je sais pas, ils ont eu un jour sans, mais peut-être on en tient le deuxième le 2 février prochain. Mais là, c'est 2020-2023. Il y a de l'espoir pour la Coupe du Monde en France avec les jeunes talents champions du monde. Oui, je pense que oui. En plus, là, nous l'accueillerons et tout. Là, la France a quand même été 3 fois en finale, plusieurs fois en demi-finale, quart de finale, etc. Je pense que c'est notre tour. Oui, c'est notre tour. Alors justement, en 2019, le plus grand espoir en sport collectif, entre guillemets, ce sont les Françaises qui ont gagné la Fed Cup, la Coupe Davis féminine pour la 3e fois, avec une Mladenovic de gala qui a notamment battu la numéro 1 mondiale Ashley Barty. Oui, ça c'était vraiment une très belle performance. En plus. Alors à l'extérieur est complètement inattendu, surtout après la rouste initiale prise par Caroline Garcia 6-0 contre cette même Ashley. Là c'est vraiment totalement inattendu et le sport français est capable. Et vous Philippe qui suivez très attentivement le sport français, la leçon que je tire de tout ça, c'est que tout sport confondu. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi et j'espère que les auditeurs aussi. Tout sport confondu, les Français sont meilleurs comme outsiders que comme favoris. Tout à fait. Et ce, depuis 50 ans. Nous pouvons vérifier tout ce que vous voulez. Le temps qui nous est imparti ne nous le permet pas, mais tout sport confondu, les Français sont meilleurs comme outsiders. Donc là, effectivement, pour en venir à cette Fed Cup, Coupe Davis féminine, je mettrais peut-être un petit peu entre guillemets. Enfin bon, c'est une très belle performance pour laquelle nous étions alors totalement outsiders. Nelson, si je vous dis 37, ça vous inspire quoi ? Bon, pas la température corporelle 37,2 le matin, ça vous inspire quoi ? Ni ma pointure de chaussure, je sèche un petit peu plus. Non, là, il va falloir que vous m'aidiez un peu. Écoutez, mon cher Nelson, entre les victoires de Marcel Bernard et Yvon Petra en 1946 à Roland-Garros et Wimbledon et la dernière victoire de Yannick Noah en 83, ça faisait 37 ans. Et 2020 par rapport à 1983, ça fait 37 ans. Vous voulez dire par là qu'un Français n'a plus gagné de Grand Chelem depuis le même laps de temps qu'entre la victoire de Noah et les dernières victoires. Est-ce qu'en 2020, vous pouvez nous dire, vous qui connaissez tout du tennis, que 37 ans après Noah, un Français va gagner un Grand Chelem ? S'il faut répondre par oui ou par non à cette question, je ne vais pas me faire que des amis. Je ne vois pas très bien
quel Français pourrait gagner. Vous parlez donc d'un tournoi du Grand Chelem, d'un des 4 grands tournois. L'Australie, Roland Garros, Wimbledon ou Flushing Meadows. Non, je ne pense pas. Là, je suis réaliste, même comme outsider des outsiders. Cela dit, vous avez raison, vous êtes un statisticien hors pair, mais des joueurs français ont quand même souvent été en finale du tournoi du Grand Chelem. Cédric Pioline, me semble-t-il, deux fois. Arnaud Clément aussi, personne ne s'en souvient, contre 2001, Agassi. je crois, Agassi, Australie. Oui, voilà. Peut-être d'autres. Disons que voilà. Le tour de 88. Ah bah voilà. Oui, ça c'est peut-être pas un très très bon souvenir. Ça fait quand même 4 ou 5 fois que les Français vont en finale. Donc il y a juste une dernière marche à franchir, mais c'est la plus haute. Ah oui. Alors justement, 2020, c'est bien sûr l'Euro de football. Les Bleus sont tombés dans le groupe de la mort avec le champion d'Europe en titre, le Portugal. L'Allemagne a joué à Munich et peut-être la Hongrie a joué à Budapest. Oui, alors il faudra quand même m'expliquer les subtilités de ce tirage au sort. Alors si on fait les subtilités du tirage au sort, on doit rendre l'antenne après André Berkoff à midi, de midi à 13h20. Donc, moi, j'avoue que je ne comprends pas comment une équipe qui termine première de son groupe peut hériter de tel calibre. Championne du monde. Je ne comprends pas. Oui, voilà. C'est ce qui est arrivé à l'Euro 2000 après qu'on ait été champion du monde. On était dans le groupe de la mort avec les Pays-Bas, pays organisateur, la Tchéquie mais là, ça s'était plutôt bien passé puisque on avait remporté la compétition. Bis repetita. Mais oui, il va quand même falloir s'extraire de ce groupe. Je pense que les Français en sont capables. Mais encore une fois, ces tirages au sort ne me semble-t-il n'ont de sort que le nom. Je ne sais pas. Enfin, là encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans ces polémiques, mais il me semble quand même que là, la ficelle est très très grosse, très très grosse. Vous semblez que pensez que ces Bleus peuvent remporter un 3e Euro après la bande à Platini en 84 et la bande à Zidane en 2000? Oui, je pense que cette équipe-là peut tout à fait remporter. Après tout, si on remporte le mondial, on peut encore plus remporter l'Euro, même si parfois on dit que c'est une compétition plus difficile à remporter. Bon, ça peut se discuter, je ne sais pas, mais enfin en attendant, oui, je pense que cette équipe de France peut tout à fait remporter cet Euro, qui ne se disputera pas vraiment à l'extérieur, puisqu'il se disputera. Voilà, exactement. De Bakou à Londres. Donc, voilà. Donc on va dire qu'il se déroulera sur terrain neutre pour la plupart des équipes. Absolument, sauf pour la France qui jouera l'Allemagne à Munich pour son premier match. Mais ça, un France-Allemagne, c'est jamais un match anodin. De toute façon, en plus à l'extérieur, ça va être énorme. Ouais. Alors justement, il a passé les 100 buts en professionnel là ce mois-ci. Mbappé, futur Ballon d'Or, Nelson. Oh, je pense, oui. Tôt ou tard, il aurait même pu l'être cette année. Là aussi, sur ces histoires de Ballon d'Or, je ne suis pas sûr. Qui compose vraiment le vote, le jeu? Vous avez voté, vous, Philippe? Non, j'ai pas le droit de vote. Bien, vous non plus. Pourtant, j'ai 18 ans révolu. Oui, justement, c'est peut-être dommage. Mais je pense qu'effectivement, là, nous sommes face à vraiment un immense joueur de l'histoire du football, et je ne vous apprends rien. Et vous êtes un immense journaliste sportif. Enfin, je ne me comparerai pas à Mbappé. Pour l'athlétisme, que diriez-vous des championnats du monde qui ont eu lieu au Qatar ? Ça n'a pas été ni sur le plan du pays organisateur, ni sur le plan des performances françaises à marquer en lettres d'or dans l'histoire de l'athlétisme. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vous apprends rien, qu'aujourd'hui, c'est le porte-monnaie plus que le sport qui fait le pays d'accueil. Là, c'était vraiment particulièrement le cas, puisque au départ, le stade, j'y étais. Donc, le stade était vraiment quasiment vide. On a fait venir des figurants, je dis bien des figurants, pour remplir le stade. Alors, et là, les 3-4 derniers, enfin, les 2-3 derniers jours, c'était un petit peu mieux. Le stade était un peu plus rempli, mais il n'y avait pas de culture de l'athlétisme. Et peut-être que, mon Dieu, les athlètes français se sont mis à l'unisson de cette affaire et n'ont effectivement pas été très brillants. Cela dit, championnat du monde 2019 ne signifie pas Jeux Olympiques 2020. C'est autre chose. C'est une autre compétition. C'était la transition sur laquelle je voulais vous amener, mais juste une petite question. Quand vous voyez les JO, les championnats du monde d'athlétisme au Qatar qui ont été un fiasco quand même, ça vous fait pas peur pour le mondial 2022? Non mais attendez, mais on peut même développer ça à d'autres pays hôtes. Les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à Pékin en 2022. Pékin ne représente pas vraiment l'image d'une session de sport d'hiver, n'est-ce pas? Donc par rapport à Lillehammer, Norvège, enfin, je veux dire, c'est totalement, c'est comme ça, c'est l'évolution. Vous la connaissez comme moi, Philippe. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Alors mon cher Nelson, la transition avec l'athlétisme, elle était toute vue, et le football, c'est les Jeux Olympiques à Tokyo l'été prochain, des JO sans la Russie.
Ça rappelle un peu les JO sans les pays de l'Est en 84 à Los Angeles. Alors, si vous voulez mon sentiment, je vois que vous faites allusion à une décision récente. Oui, je ne suis pas sûr que cette histoire aille au bout. Parce que les athlètes russes, de ce que j'ai compris, sont suspendus de toute compétition. Même de la Coupe du Monde de football 2022. Donc, ça veut dire que même les patineurs... Alors, vous allez dire, un sport qui m'est cher, j'y pense comme ça à l'instant, ça veut dire que des championnats vont avoir lieu sans les patineurs russes. Eh bien, des championnats de patinage artistique sans les patineurs russes, c'est un petit peu comme Sud Radio sans Philippe David. Oh, C'est impossible. Ça vous plaît, ça. Je viens d'y penser. C'est totalement inconcevable, si vous voulez. Donc, pour être sérieux un instant, je ne pense pas que cette histoire aille au bout. Ça me paraît impossible. Et puis, attendez, est-ce que vous trouvez normal de punir ainsi des athlètes innocents? Parce que je sache, tous les athlètes russes pas dopés. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on met tout le monde dans le même sac, ou alors on les fait concourir sous une bannière neutre, etc., sans leur hymne, ça, c'est pas bien non plus. Je ne suis pas sûr que cette histoire aille au bout. Est-ce que vous croyez pas que c'est quand même allé un peu loin? Parce que des pays dopés, moi, j'en ai vu, je me rappelle les Allemands de l'Est à l'époque, le bloc de l'Est. Oui. Et puis, on parle vrai sur Sud Radio, mon cher Nelson, c'est écrit dessus. Quand on voit les Allemandes de l'Est, championnes record women du monde du 4x 100 mètres, qui étaient toutes shootées à mort, on peut le dire, en 85 à Canberra, qui se font mettre une demi-seconde dans la vue par les Américaines au JO de Londres, est-ce que finalement on n'est pas un peu dans une indignation à géométrie variable? C'est exactement ça. Vous pouvez rajouter Marita Kor qui détient toujours le record du monde historique. Le même week-end, octobre 85. Qui est à 85, donc ça commence à dater un peu. Ce record ne sera peut-être pas battu avant encore des années et des années. Je veux dire, vous avez tout à fait raison. C'est une indignation à géométrie variable. C'était à plusieurs étages. C'est tout à fait exact. Et comment vous sentez ces Jeux Olympiques? Des grandes perspectives pour les athlètes français? Alors déjà un petit préambule sur la ville de Tokyo, qui est une ville que j'ai la chance de connaître, d'assez bien connaître. J'ai dû aller voir 10 ou 12 fois au Japon. Je pense que le peuple japonais fera un accueil merveilleux à ces Jeux, parce que le peuple japonais a ceci en lui, c'est que il applaudit les siens, mais il laisse également beaucoup de place dans son cœur pour les autres. Et ça, c'est exactement ce qu'on attend de Jeux Olympiques. Donc je crois vraiment que ces Jeux Olympiques de Tokyo seront sur des très très bonnes bases. Je le pense vraiment. Oui, je le pense vraiment. Et pour anticiper peut-être sur une question, j'espère en tout cas que l'équipe de France d'athlétisme, parce que bon, c'est vrai que c'est le sport roi des JO, se sentirra mieux qu'à Doha 2019. Ouais. Et par exemple, prenons un sport où les Français étaient très faibles il y a encore 30 ans et où ils ont raflé des médailles à profusion, la natation, grosse pourvoyeuse de médailles. Vous croyez aux Français? Alors, à Londres, ça avait été merveilleux. À Rio, un petit peu moins bien. Là, il se trouve quand même qu'il y a quelques performances encourageantes, plus des comebacks. Donc, on ne sait jamais. J'ai vu que Florent Manodou, voire Amaury Levaux, replongeaient dans les bassins. Donc, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Allez, on va reparler de quelqu'un dont on a parlé. Est-ce que vous croyez à Mbappé sur le terrain aux Jeux Olympiques après l'Euro? C'est en négociation, c'est pas moi qui le dis, c'est Noël Le Graët, le patron de la Fédé. Philippe, je vais peut-être vous décevoir. Autant j'adore Mbappé, autant j'adore l'équipe de France de football, autant je suis moins fanatique du football aux Jeux Olympiques, beaucoup moins fanatique du football aux Jeux Olympiques. Et puis malgré tout, qu'on le veuille ou non, même si je sais que tout ceci s'est totalement professionnalisé, il me semble quand même difficile de mélanger un garçon qui gagne combien? Vous le savez, 1 700 000 euros, par mois, avec un escrimeur, un rameur, ou un tireur à l'arc. Un tireur à l'arc dans le village olympique. Ce n'est pas la même chose. Donc, sur ce plan-là, je ne me mêlerai pas de cette négociation, si tant est qu'on me demande mon avis, ce qui ne sera sûrement pas le cas. J'espère ne pas vous décevoir en disant cela. Mais voilà, Merci beaucoup, mon cher Nelson Montfort, à qui je vais rendre la politesse en disant que son absence au journalisme sportif est aussi terrible que l'absence de Mbappé au PSG ou en équipe de France. Et heureuse année à tous les auditeurs de Sud Radio. Merci Nelson.